Plan de paix ou capitulation? Où Trump pousse-t-il l'Ukraine? Est-ce un ultimatum? Donner à l'ennemi la partie du Donbass qui n'a pas encore été capturée et oublier à jamais la partie capturée. Réduire l'armée et les armes, abandonner l'OTAN, lever les sanctions contre la Russie et la ramener sur la scène mondiale. Et ce ne sont là que quelques-uns des 28 points du plan présenté au président Zelensky cette semaine, qui est devenu une explosion tant en Ukraine que dans le monde. Car il a été décrit par Vitkov et Dmitriev, que nous connaissons, sans l'Ukraine et sans les Européens. La base est évidemment moscovite. Même certaines expressions ne sont propres qu'à la langue russe, a noté le Guardian. Que c'est un plan de capitulation, nos alliés européens l'ont aussi dit. Mais maintenant, la question est comment sortir de cette tempête parfaite? Car en même temps, l'Ukraine bouillonne à l'intérieur après l'enquête révélatrice d'une abus. Trump exige via la presse de signer ce plan d'ici jeudi, selon certains, ou d'ici la fin de l'année, selon d'autres, sinon l'aide cessera. Le président Zelensky a publiquement déclaré que la pression sur l'Ukraine est la plus forte actuellement, mais qu'ils chercheront des solutions constructives avec leur partenaire principal. Aujourd'hui, une première rencontre des délégations d'Ukraine, de l'UE et des États-Unis a eu lieu à Genève. Comment ne pas perdre le pays? Telle est la question aujourd'hui. Quel contre-plan Kiev propose-t-il avec les Européens? Ou peut-être le compromis? Les détails sont attendus en direct. Un piège qu'on appelait le chemin de la paix. L'Ukraine pourrait désormais faire face à un choix très difficile. Où les 28 points du plan de paix ont-ils été écrits? Pourquoi est-il apparu maintenant? Et l'Ukraine et l'Europe trouveront-elles une issue lors de la réunion actuelle à Genève? Alors, que proposent ces 28 points du plan que Donald Trump insiste désormais pour mettre fin à la guerre? Actuellement, ce plan n'est publié que par la presse. Voici quelques points les plus discutés. Il est proposé à l'Ukraine de céder à la Russie tout le territoire du Donbass, y compris les parties non occupées. Les forces armées ukrainiennes devraient se retirer de toutes les régions de Donetsk et Luhansk, qui deviendront une zone démilitarisée. La Russie paierait un loyer pour le Donbass, mais le droit juridique resterait à l'Ukraine. Ceci a été conçu au Kremlin pour contourner la nécessité de modifier la constitution ukrainienne. La Crimée, annexée depuis 2014, serait reconnue de facto russe, et les régions de Kherson et Zaporijia divisées selon la ligne de front actuelle. On y mentionne aussi des échanges de territoires, mais c'est minime face à ce que Moscou veut obtenir sans combat. Le plan comprend le refus de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN et l'interdiction de troupes étrangères, la réduction de moitié des forces armées, le renoncement aux missiles à longue portée contre des garanties de sécurité des États-Unis, la reconnaissance de la langue russe, le rétablissement de l'église de Moscou, un cessez-le-feu immédiat après signature et un échange de prisonniers tous contre tous. Les élections en Ukraine doivent être tenues 100 jours après la signature de l'accord. Amnistie complète pour tous les belligérants. Les sanctions internationales contre la Russie sont progressivement levées et elles réintègrent le G7. Et la cerise sur le gâteau, la partie économique du plan. Corruption directe de la Maison-Blanche par le Kremlin, partage des avoirs russes gelés en Europe. L'audace des auteurs du plan a laissé l'UE sans voix. Au moins, les hauts fonctionnaires européens ont promis de trouver des psychiatres pour l'organisateur de ce document, M. Witkoff. Les sénateurs américains ont rapporté que lors de leur conversation, le secrétaire d'État Rubio a qualifié ce plan de liste de souhaits des Russes. Bien que Rubio lui-même le nie et assure que, outre les Russes, les propositions antérieures et actuelles de l'Ukraine ont été prises en compte, Trump n'insisterait plus pour que tout soit signé avant la fête américaine de Thanksgiving, c'est-à-dire avant jeudi prochain. Si les choses se passent bien, la Maison-Blanche pourrait prolonger le délai, selon les journalistes qui le citent. L'Ukraine ne donnera pas à l'ennemi de raison de dire que nous ne voulons pas la paix, que nous sabotons le processus, a déclaré le président Zelensky. Cette semaine a été une survie sous une gigantesque pression diplomatique et une recherche de sortie d'une pièce sombre. Les voyages officiels prévus précédemment ont donc apporté un certain soutien dans une situation où Trump a menacé de ne pas vendre d'armes, même à l'OTAN, pour les besoins de l'Ukraine. La correspondante de TSN, Irina Kondrachuk, a voyagé avec le président dans 4 pays européens et a apporté un peu d'optimisme. 4 pays en 4 jours. Comment les Européens ont accueilli Zelensky malgré le scandale de corruption et un plan de paix Russie-USA presque prêt et l'intérêt de chaque partie, ce qui nous attend? Dimanche matin, l'avion présidentiel atterrit à Athènes.
Zelensky se rend à une réunion avec le président de la Grèce. Les gens se sont arrêtés sur le bord de la route, brandissant des drapeaux grecs et ukrainiens. Le président Konstantinos Tassoulas a exprimé son soutien à l'intégrité de l'Ukraine, son aide à la reconstruction et au retour des enfants ukrainiens. Et malgré le fait que la Grèce et la Russie entretenaient des relations étroites, nous ne pouvons pardonner la violation des frontières et du droit international. Plus tard, au palais du Premier ministre, les chefs des compagnies gazières publiques signent un accord pour un corridor énergétique de la Grèce vers l'Ukraine. Cela devrait couvrir une partie du carburant provenant des gisements ukrainiens bombardés par la Russie. La seule option pour passer la saison de chauffage est d'importer des volumes supplémentaires. Ce sera un mélange de gaz de diverses origines, y compris le gaz américain. La partie grecque nous offre un effet de levier et des opportunités après paiement. Lundi, base militaire près de Paris. Les présidents ukrainiens et français signent un accord historique pour renforcer l'aviation de combat avec des chasseurs Rafale français. Nous paierons probablement ces avions avec un prêt de réparation. Je crois qu'au final, nous pourrons toujours nous mettre d'accord et faire pression sur ce sujet afin d'utiliser les moyens russes spécifiquement pour le paquet de défense européen pour la production ukrainienne. Volodymyr Zelensky déclare aussi que l'Ukraine recevra des radars français, des bombes guidées, 6 lanceurs et 8 systèmes de défense aérienne sans PT. Ce sont de nouvelles générations qui, comme le Patriot, pourront abattre des missiles balistiques. La France prépare également un paquet de défense supplémentaire pour la protection du ciel d'ici la fin de l'année. Nous avons également visité conjointement le quartier général des forces de la coalition multinationale pour soutenir l'Ukraine. Ils travaillent depuis plusieurs semaines sous le commandement de la France et de la Grande-Bretagne. Il s'agit de garanties de sécurité au sein d'une coalition de volontaires. 60 planificateurs à Paris coordonnent le déploiement des forces éloignées de la ligne de contact après l'armistice. Et c'est déjà l'une des entreprises de défense en Espagne. Ici, il montre des systèmes anti-drones, des tourelles, des drones aériens et terrestres, des radars de détection à longue portée et des munitions. Ce qui de cela peut atteindre le front ukrainien et quel soutien un pays très éloigné peut apporter a été discuté lors d'une rencontre en tête-à-tête avec le roi d'Espagne Felipe VI, puis avec le Premier ministre Pedro Sánchez. En conséquence, des déclarations sur un paquet d'aides espagnoles sont faites. Ce paquet comprendra 300 millions pour les armes, 100 millions pour le programme PUR, 215 millions pour les produits destinés au système anti-drone et radar. Cela inclut 40 missiles pour la défense aérienne et au moins 615 millions d'euros pour l'achat et le développement d'armes et le soutien énergétique. L'aide à l'Ukraine permet à l'Espagne un rôle plus systématique au sein de l'OTAN et renforce son statut géopolitique en Europe. L'Espagne est le premier pays de l'UE à dire que 20% de son prêt du SAFE ira à la coproduction avec l'Ukraine. Les deux pays, ainsi que la France, ont évoqué la coproduction de drones et d'armes. C'est donc une visite très puissante de ce point de vue. La tournée européenne du président et les nouveaux accords sont planifiés. Mais cela se déroule alors que la Russie avance sur le front et que le pays traverse une crise politique interne. Tous sont très prudents. Ils comprennent que, quelle que soit la situation, la destruction du secteur du pouvoir en Ukraine conduira à la défaite de l'Ukraine. Surtout après le plan de paix Witkov-Dmitriev. Les médias américains avaient fait allusion à son élaboration et à son apparition la semaine dernière après la publication des enregistrements du Nabu. Pour discuter du document, l'envoyé spécial américain devait rencontrer le président ukrainien en Turquie, selon Reuters. Mais au dernier moment, l'émissaire de Trump a annulé son voyage. Les médias publient probablement la raison. Zelensky n'est pas intéressé par une telle option d'accord et est arrivé avec une vision ukraino-européenne. Cependant, la visite de Zelensky en Turquie prouve la volonté de l'Ukraine de négocier quelles que soient les circonstances et de ne pas tomber dans le piège de la formule « Kiev ne veut pas la paix ». Dans le palais présidentiel, Erdogan s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky pendant plus de 2 heures. Pour l'instant, le président turc n'est pas allé au-delà de la reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de sa volonté de fournir une plateforme de négociation. La Turquie ne veut pas juste être un lieu de pourparlers, mais un médiateur. Je ne pense pas qu'elle jouera du côté de la Russie. Ils chercheront aussi des compromis.
Content de vous voir. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être venu. Pendant le tour de Zelensky, des hauts fonctionnaires américains sont venus en Ukraine. Le secrétaire de l'armée Dan Driscoll, un camarade de classe du vice-président américain J.D. Vance et le chef d'état-major, le général Randy George. Ce sont les plus hauts représentants du Pentagone à Kiev depuis la présidence de Trump. Tout pour étudier la situation au front de l'intérieur et officiellement présenter à Zelensky le plan de paix de Witkov-Dmitriev. Les Américains pensent donc que Kiev, actuellement affaibli, sera plus encline, explique Serhiy Solodky, analyste au Centre Nouvelle Europe. Et on ne peut exclure que les acteurs russes, les joueurs, ont chuchoté à Washington aux États-Unis. Il est temps de proposer un plan que Kiev devra accepter. Le piège traditionnel, faire croire que l'Ukraine refuse la diplomatie, non la Russie. La pression intense est aussi due au fait que les sanctions pétrolières ukrainiennes ont atteint leur apogée. En novembre, la Russie a perdu la possibilité d'utiliser pleinement l'un de ses principaux ports pétroliers sur la mer Noire. Le terminal de Tuapse a été frappé par des drones ukrainiens. Les pétroliers ont dû être arrêtés. Et tout cela à la veille du début prévu des sanctions américaines contre les sociétés russes Rosneft et Lukoil. Mais ils les ont affaiblis jusqu'au 13 décembre. Le plan de Witkov-Dmitriev est apparu au bon moment. Les Russes ont profité du fait que Donald Trump a vraiment besoin de victoires en politique étrangère, car la situation là-bas est très difficile, tant politique qu'électorale. Trump lui-même a été victime d'un scandale interne ces dernières semaines. Maintenant, il a beaucoup baissé. La popularité personnelle du président américain a baissé. Trump aimerait également montrer qu'il peut tenir les promesses qu'il a faites. Aux États-Unis, l'affaire des fichiers Epstein a pris de l'ampleur. Le multimillionnaire est mort en prison il y a 6 ans, emportant avec lui de nombreux secrets. Epstein organisait des rapports sexuels avec des mineurs sur son île privée pour les personnes les plus influentes. Le dossier contient également des références à Donald Trump qu'il rejette lui-même et qualifie d'insinuation. Il explose littéralement quand on lui parle de l'affaire. Le dernier exemple a été un nouveau scandale. À bord de l'avion, une journaliste de Bloomberg a osé l'interroger sur Epstein et Trump s'est emporté. Chut, cochon. Les excuses à la Maison-Blanche sonnaient étrangement. Trump est juste le président le plus franc. Les noms de nombreuses autres personnalités, comme l'ancien prince britannique Andrew et l'ex-président américain Bill Clinton, y figurent également. Maintenant, sous la pression du Parlement et de la société, l'interdiction de publication est presque tombée. Même la plus proche partisane de Trump, Marjorie Taylor Greene, l'a trahi. L'apparition du plan de paix controversé est donc très opportune. Compte tenu des fuites dans les médias occidentaux qui ne concernent que l'Ukraine, il est fort probable que le pari est de provoquer une discussion autour de ce plan, et possiblement une discussion critiquant ce plan. Le 27 novembre et le jeudi suivant, Thanksgiving est la date à laquelle les États-Unis exigent que Kiev accepte leur accord de paix. C'est ce qu'écrit le Financial Times, citant de hauts responsables ukrainiens. Sinon, ils menacent de cesser de fournir des renseignements et de vendre des armes, même via l'OTAN. C'est déjà ce que rapporte Reuters, citant des sources de l'administration américaine. L'appel du président au peuple ne prouve que la situation est extrêmement menaçante, jusqu'à la perte du principal allié. Le jour où la dinde est coupée en Amérique, nous devons déterminer notre place, à table ou sur la table. Et tant qu'il le faudra, 24 heures, 24 et 7J7, je me battrai pour que, parmi tous les points du plan, au moins 2 ne soient pas omis, la dignité et la liberté des Ukrainiens. Ces derniers jours, le président ukrainien a tenu plusieurs consultations avec ses partenaires européens. On sait notamment que Merz a tout mis de côté pour s'entretenir avec Trump. Zelensky espère également s'entretenir avec lui dans les prochains jours. L'Europe, en marge du G20, a harmonisé sa position et l'a envoyée aux États-Unis comme contre-proposition aux 28 points. Demain, l'UE réunira 27 dirigeants pour un sommet spécial sur l'Ukraine, selon le président du Conseil européen. Le choc est passé, mais la menace subsiste. Le champ explosif où opèrent les diplomates et les politiciens est illustré par le dernier message du président Trump sur Truth Social.
Il a accusé l'Ukraine d'ingratitude pour les efforts de paix américains et a reproché à l'Europe de continuer à acheter du pétrole russe. Mais les Ukrainiens et les Européens continuent de chercher des solutions viables pour mettre fin à la guerre, a déclaré Volodymyr Zelensky. Suite au rapport de l'équipe ukrainienne lors des négociations à Genève, il a affirmé que les propositions des États-Unis pourraient inclure plusieurs éléments basés sur la vision ukrainienne et cruciaux pour les intérêts nationaux de l'Ukraine. Natalia Fibig, notre correspondante de TSN en Europe, suit de près ces négociations. Elle est en direct avec nous. Nathalie, salut. Le président d'Ukraine a déjà partagé les infos sur les premières rencontres et discussions des délégations. Sais-tu quelque chose de plus pour l'instant? Oui, bonjour, allô. Effectivement, nous suivons de très près les informations que l'on peut obtenir de Genève. Nous savons que les principales négociations entre les délégations américaines et ukrainiennes sont terminées. Elles ont duré moins d'1 heure. Après cela, le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, a fait des déclarations encourageantes. Il a qualifié ces discussions de très productives. Le chef du bureau du président, Andriy Yermak, a également déclaré que les négociations avec la délégation américaine avaient été très productives et s'étaient conclues avec de bons progrès. Nous nous dirigeons maintenant vers une paix juste et durable. Rubio a notamment dit quelque chose, je propose de l'écouter. Les réunions d'aujourd'hui ont été les plus productives et significatives pour la paix. Il reste du travail. Nos équipes reviendront ce soir avec plus d'infos. Puis plus tard, ce soir, au cours de cette soirée, du moins c'est ce qu'a annoncé la délégation ukrainienne, une autre réunion devrait avoir lieu entre Américains, Ukrainiens et Européens. C'est ce qu'a également écrit Andriy Yermak. Et c'est en fait toute l'information qui est arrivée de Genève à ce moment, car les négociations se déroulent vraiment à huis clos. La photo des négociations a fait le tour des médias mondiaux. D'un côté de la table, nous voyons l'envoyé spécial du président Trump, Steve Witkoff, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, et de l'autre côté, le chef du bureau du président, Andriy Yermak, et le premier vice-ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Serhiy Kyslytsya. Le lieu de rencontre à Genève est la mission américaine auprès de l'ONU. C'est un format familier pour nous. Nous nous souvenons bien qu'en janvier 2022, les négociations entre l'administration Trump et la Russie se sont déroulées ainsi. C'était juste avant l'invasion à grande échelle. Et les journalistes devant l'entrée de la mission de l'ONU ne voient que le mouvement des voitures des délégations. Il n'y a pas de communication avec la presse, pas de conférence de presse prévue. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectivement fourni quelques détails aujourd'hui. Il a ensuite déclaré qu'après les premières négociations, après les premières rencontres à Genève entre les groupes de délégations, il a écrit que les propositions américaines pourraient également inclure des éléments importants pour l'Ukraine et que le travail est toujours en cours. Les équipes ukrainiennes et américaines, ainsi que celles de nos partenaires européens, sont en contact étroit et j'espère vraiment qu'il y aura un résultat. Il faut arrêter les fusions de sang et garantir que la guerre ne sera plus jamais attisée. J'attends les résultats des discussions d'aujourd'hui. Je compte sur tous les participants pour être constructifs. Il nous faut un résultat positif pour tous. Et le président a approuvé la composition du groupe présidentiel ukrainien ou de la délégation ukrainienne la veille. Comme je l'ai dit, elle est dirigée par le chef du bureau du président, Andriy Yermak. La délégation comprend également le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, Rustem Umierov, le chef de direction générale du renseignement, Kirilo Boudanov, bien qu'il n'ait pas été vu sur la photo au début des négociations, le chef d'état-major, Andriy Hnatov, le chef du service de renseignement extérieur, Oleh Ivashchenko, le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Serhiy Kyslytsya, et les conseillers en politique étrangère de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et de l'Union européenne sont également arrivés à Genève. Et ces délégations européennes ont apporté une version alternative du document, c'est-à-dire les corrections que l'Europe propose d'apporter à ce plan initial. Et ce plan européen alternatif a déjà fuité, en fait, dans certains médias. Par exemple, le journal The Telegraph le publie. Et l'une des principales questions que les Européens veulent changer, ce sont les garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'est-à-dire que les Européens veulent éviter une situation où la guerre et l'invasion de l'Ukraine pourraient, recommencer.
Il est également question d'un cessez-le-feu immédiat et d'une surveillance par drones et satellites. Les enfants ukrainiens enlevés par la Russie doivent être rendus. Le principe suivant est le refus de céder des territoires ukrainiens, actuellement contrôlés par les forces armées. Les capitales européennes sont unanimes. La guerre ne peut être arrêtée que le long de la ligne de front actuelle. Aussi, aucune réduction de l'armée ukrainienne. Et intéressant à propos de l'adhésion à l'OTAN. Il est dit que cela dépend du consensus au sein de l'Alliance et l'Ukraine doit confirmer qu'elle reste un pays non nucléaire. Il est intéressant de noter que le chancelier allemand Friedrich Merz a été particulièrement irrité par la façon dont Donald Trump, pour ainsi dire, s'est approprié les avoirs russes gelés. Le plan précédent de Trump prévoyait que 100 milliards de dollars seraient alloués à la reconstruction et aux investissements en Ukraine, la moitié des bénéfices irait aux États-Unis et l'Union européenne devrait également fournir 100 milliards supplémentaires, ce à quoi Merz a répondu que c'était une histoire entre les Européens et l'Ukraine. En d'autres termes, cet argent ne devrait en principe pas concerner les Américains. En marge du sommet du G20, Friedrich Merz a également déclaré aujourd'hui qu'il ne s'attendait pas à une conclusion rapide de ce processus de paix. Je reste, sans vouloir être pessimiste, mais je ne suis pas encore convaincu qu'une solution espérée par le président Trump sera atteinte dans les prochains jours. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le plan du président Trump prévoit une conclusion dès jeudi. Le sommet du G20 à Johannesburg, comme vous le savez, s'est transformé en un sommet spécial sur l'Ukraine. D'abord, le chancelier Friedrich Merz, le président Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer ont eu des entretiens restreints. Puis le Canada, le Japon et d'autres partenaires les ont rejoints. Après ces consultations, Merz a d'abord appelé, ou plutôt, avant les consultations, Merz a appelé Washington. Ensuite, le Premier ministre britannique Keir Starmer l'a fait, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait une déclaration dans laquelle elle a en fait confirmé que les fuites du plan alternatif européen dans les médias européens étaient en fait exactes. Premièrement, les frontières ne peuvent être modifiées par la force. Deuxièmement, en tant qu'État souverain, l'Ukraine ne peut avoir de restrictions sur ses forces armées si celles-ci la rendent vulnérable à une future attaque, sapant ainsi la sécurité européenne. Troisièmement, le rôle central de l'UE dans la paix pour l'Ukraine doit être pleinement reconnu. L'Ukraine doit avoir la liberté et le droit souverain de choisir son destin. Nous attendons donc, comme annoncé, la poursuite de ces négociations aujourd'hui. Le président turc Recep Erdogan a également annoncé qu'il souhaitait appeler Vladimir Poutine demain. On sait aussi que la coalition des déterminés veut se réunir en ligne mardi. Ils veulent se rassembler pour évaluer et discuter des résultats des négociations qui seront obtenus à Genève.